C'est parti. Ben, je vous redis bonjour à tout le monde et on est très heureux aujourd'hui de vous organiser ce webinaire qui portera sur l'innovation et la conduite du changement. Il sera animé par Morgane Chano et Agathe Longueville du cabinet GAC et on aura le précieux témoignage de Nicolas Hazan, président de Retech. Pour, introduire le webinaire, je vais vous rappeler quelques règles. Agathe, je veux bien que tu passes à la deuxième slide pour que le webinaire se passe dans les meilleures conditions. Je vous demanderai de bien couper vos micros et de les activer quand vous prenez la parole, en activant aussi votre caméra, ce sera plus sympathique. Et, euh, et il y aura un moment de questions-réponses à la fin du webinaire et vous pourrez à ce moment-là poser vos questions. Et entre-temps, vous pouvez tout à fait les écrire dans le chat et je me permettrai de les poser à la fin du webinaire. Enfin, pour vous mettre à disposition un replay, nous enregistrons le webinaire et le replay sera envoyé dès demain. Et pour clore mon mot de bienvenue, je passe la parole à Isabelle Guichard, la directrice du pôle. Voilà. Alors juste en introduction, donc rappeler ce qu'est le pôle de compétitivité d'Herbie, qui comme tous les pôles de compétitivité donc est un organisme, qui a été créé dans les années 2005 pour favoriser l'innovation dans les entreprises afin qu'elles gagnent, en compétitivité. Donc Derby, c'est un pôle qui est positionné, sur les énergies renouvelables. Donc on traite, toutes les énergies renouvelables, solaire, hydrogène, géothermie, et cetera. On est localisé sur la région Occitanie avec, 3 sites, Toulouse, Perpignan, où est le siège, et Montpellier. On est une petite équipe de 8 personnes et donc on est là pour accompagner les entreprises, à monter des projets de recherche-développement, mais également à faire de l'innovation au sens plus large. Et ce qui nous différencie d'un cluster, c'est qu'on est mandaté par l'État pour pouvoir labelliser des projets de recherche-développement et le fait d'avoir ce label, hein, qui est donné, par, un comité d'experts, hein. On a un comité d'experts qui examine les projets et ensuite il donne un avis et cet avis est suivi ou pas par le CA, puisque c'est le CA qui est en dernière ligne, donc valide le label ou pas. Si le projet n'est pas labellisé, ce qui est intéressant aussi pour l'entreprise, c'est qu'on dit pourquoi et donc il y a possibilité d'améliorer, voire de repositionner son projet. Et généralement, donc, une fois qu'un projet est labellisé, il a quand même plus de chances de trouver des financements. Heu, plus récemment, au niveau des pôles, donc je le disais, on nous a demandé aussi d'accompagner les entreprises sur le volet, plutôt décarbonation, industrie verte. Donc, c'est pas forcément de la R&D, ça peut être de l'innovation, mais ça peut être aussi du développement économique, du type, investissement, prêt, et cetera. Ouh là, ou de la formation. Il y a quelqu'un qui a son micro, ouvert? Oui, voilà. Et enfin donc, dernier volet, c'est que, je voulais, mettre en exergue également le fait que, heu, on, développait au niveau des pôles, et c'est le cas maintenant de Derby, des prestations, d'accompagnement, sur, la croissance au sens large, hein, à travers justement des prestations de services, que l'on peut développer nous en interne si on a les compétences ou avec des cabinets de consulting. Ça peut être sur de la levée de fonds, ça peut être sur de la formation, des études de marché, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Il y a nos chargés de projet, pour que vous connaissez peut-être, sur les 3 sites. Moi-même, je suis facilement, disponible et ben, on se reverra peut-être sur notre prochain, grand événement qui est le salon Energaia le 13 et 14 décembre, où on aura un stand avec une douzaine d'adhérents sous notre chapiteau. Donc je laisse la parole à Gak. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi c'est Agathe Longueville, je travaille pour le cabinet GAC. Je voulais déjà remercier, Derby pour l'organisation de ce webinaire et puis à Nicolas, de Retech pour, jouer le jeu du témoignage et puis merci à tous de vous être connectés. L'objectif aujourd'hui donc c'est effectivement de parler, conduite de l'innovation, dans le contexte de la transition énergétique.
Je vous propose de commencer en présentant rapidement voilà, GAC, Euretech, et puis après de revenir plus précisément sur le sujet, les problématiques qu'avait rencontré Euretech et ce que GAC a pu appliquer un petit peu comme méthodologie pour l'accompagner. Voilà, et puis n'hésitez pas à noter et à nous poser vos questions en suivant sur la mise en œuvre de ce type d'accompagnement par la suite. Alors, hop, juste pour vous présenter en quelques mots qui on est chez GAC. En fait, donc, on est un cabinet de conseil. Notre mission, ça va être d'aider les entreprises et les territoires à accélérer l'innovation et la performance pour un développement responsable et une croissance durable. On existe depuis une vingtaine d'années. On est à peu près 250 personnes en France et on a également quelques implantations à l'étranger, au Brésil, en Roumanie, en Allemagne notamment. En France, on a notre siège qui est en région parisienne et puis après des agences plutôt en région, donc un petit peu partout pour couvrir tout le territoire. Et on intervient sur tous les secteurs d'activité, de la start-up au grand groupe pour ce qui concerne les entreprises. Pour parler plus précisément de nos activités, ce qu'on fait concrètement dans l'accompagnement de l'innovation pour les entreprises. Concrètement, il y a 4 grands piliers qui pourraient permettre de résumer une grosse partie de ce qu'on fait pour les entreprises et qui correspondent souvent à des moments forts du développement de ces entreprises. Une première partie qui va être beaucoup orientée sur la stratégie et la structuration de l'entreprise. Concrètement, ça peut être par exemple du travail sur de la feuille de route de l'entreprise, de ses projets. La deuxième partie, qui est un petit peu notre cœur de métier historique, qui va reposer beaucoup sur la maîtrise des dispositifs de financement. Donc, comment je trouve les fonds publics ou privés pour me permettre de mettre en œuvre la feuille de route que j'ai créée. Donc, concrètement, ça peut être par les dispositifs crédit d'impôt pour tout ce qui va porter sur la recherche et l'innovation, également sur des subventions au niveau régional, national ou européen, etc. Une fois que j'ai donc la stratégie de l'entreprise qui est claire et les financements qui ont pu être obtenus, l'idée, c'est d'accompagner donc les entreprises sur le pilotage et la partie plus opérationnelle, de ces plans d'action, voilà, sur toute la mise en œuvre des projets, pour, in fine, faire en sorte que, l'idée ou l'innovation, par exemple, puisse se transformer, en un succès, commercial. Voilà pour vous présenter en quelques mots ce qu'on fait chez GAC et l'idée donc c'est de revenir, plus particulièrement sur, ces 2 dernières briques de pilotage de projet et de transformation, en mettant donc en lumière l'expérience avec Euretech. Nicolas, du coup, je te passe la parole si tu veux bien, nous présenter un petit peu Euretech et remettre un petit peu le contexte du pourquoi, tu avais pu, faire appel à GAC pour t'accompagner, sur le projet. Oui, bonjour. Merci, tout le monde m'entend, oui, je pense que c'est bon. Du coup, moi, je suis Nicolas Hazan, je suis président de la société Euretech, un bureau d'études d'une 55 personnes aujourd'hui. Et donc, juste pour préciser qui nous sommes, il y a une jolie slide là, qui a préparé Gac là, sur les sujets, donc tant mieux. Les activités historiques de Euretech, c'est l'ingénierie des infrastructures linéaires, les pipelines, en fait, les canalisations de transport. Dans le cadre de ces activités, nous avons développé un outil géomatique qui aide les porteurs de projets à décider des choix de tracé de leurs ouvrages, de leurs infrastructures sur le terrain. Et donc, la problématique qui s'est posée à nous, c'est que les canalisations de transport, c'est du gaz, des hydrocarbures, des produits chimiques. C'est donc en 2019, on s'est poser la question de l'avenir de notre domaine, et enfin l'avenir, il y en a, mais on sait que c'est pas particulièrement tendance ces derniers temps de parler de gaz, hydrocarbures et produits chimiques. Et donc, c'est poser la question de la diversification des activités de Euretech pour prendre le virage de la transition énergétique et de voir également comment nous pouvions valoriser cet outil qui s'appelle FIGIS, cet outil géomatique qui concentre un certain nombre de compétences de Euretech dans un outil géomatique d'aide à la décision. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons contacté GAC parce qu'on a lié à la fois des problématiques de stratégie de développement de la société, de diversification de la société, couplées à des problématiques d'innovation et de développement et de marketing de l'innovation avec l'outil FIGIS.
je pense que j'ai à peu près dit tout ce que le justificatif de la mission. Merci Nicolas. Hop, Morgane, si tu veux peut-être prendre la suite un petit peu sur la méthodologie qu'on a pu déployer sur un peu les deux pans des projets. On t'entend pas, Morgane. Pardon, je recommence. Bonjour à tous, merci. Et je disais, Nicolas, je te laisse rebondir au fur et à mesure, parce que là, le but, c'est en effet de dérouler un petit peu les différentes étapes. Donc, évidemment, le point de départ, ça a été de bien comprendre la problématique de Retech et surtout, de notre côté, chez GAC, de bien comprendre les activités de Retech, la façon dont Euretech travaillait en interne et de bien comprendre la culture d'entreprise. Ça a été un point extrêmement important parce qu'il y avait des enjeux aussi, il y avait des enjeux d'activité, développement de l'activité, mais il y avait aussi des enjeux, et c'est des enjeux qui aujourd'hui sont quand même très prégnants de RH et de valorisation aussi d'un certain nombre de collaborateurs. Donc, on a beaucoup passé de temps au début à bien comprendre tout ça, à faire l'audit, à investiguer le marché de l'époque de Retech, et en parallèle d'investiguer les orientations qui avaient été indiquées par Nicolas, qui étaient de s'orienter en effet sur les énergies renouvelables. Donc, l'objectif, c'était de bien comprendre ce qui existait, ce qui était fait, ce qui était souhaité, et comment est-ce qu'on allait pouvoir passer d'un marché à l'autre, dans quelle mesure, avec quels moyens, avec une offre, dans ces cas-là, quelle offre? La même, une offre différente, adaptée au marché. Donc tout au départ, en fait, c'était vraiment ce travail d'audit qu'on a mis en place, avec bien évidemment petit à petit la structuration de ce qu'il était possible de cibler, parce qu'il y a des marchés qui ont été confirmés, d'autres qui ont été infirmés pour différentes raisons. Et après, une fois que les marchés avaient été plus ou moins confirmés, ça a été de voir comment est-ce qu'en effet, Euretech pouvait se positionner vers ces marchés-là. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose, Nicolas, sur cette partie-là. Non, non, c'est bien le boulot qui a été fait, la méthode, avec donc cette première étape, l'intérêt qui a été, c'est effectivement moi qui ai donné certains axes, mais ça a permis dès le début aussi d'impliquer les équipes. Et ça, c'est capital. C'est capital parce que l'implication des équipes, aujourd'hui, on est tous confrontés à la même problématique, à RH, à savoir aujourd'hui, les RH, c'est pas que être bien dans sa boîte et faire un bon job, c'est adapter et adopter un projet d'entreprise global. Et donc, on a vraiment à toutes ces étapes-là, et c'est un des axes majeurs une valeur ajoutée majeure de la méthode utilisée par GAC, c'est vraiment l'implication de l'équipe qui permet d'imprégner les équipes et de marcher tous ensemble dans la même direction derrière. Donc, c'est juste une précision importante qu'il faut bien souligner, à mon sens. Alors du coup, par rapport à la suite de la démarche, en effet, l'implication des équipes, ce que Nicolas nous avait demandé, c'était de ne pas faire à la place d'eux, mais de donner les outils, d'acculturer et d'accompagner les équipes pour qu'elles fassent elles. Et en effet, qu'elles s'approprient totalement la démarche pour pouvoir voilà, la faire sienne et la mettre ensuite en application de façon beaucoup plus efficiente, on va dire. Donc sur la partie développement, alors là, c'est un peu ce que j'ai déjà commencé à expliquer. On a identifié petit à petit les orientations qui seraient possibles de prendre, mais surtout cette identification, on l'a fait aussi à travers beaucoup d'entretiens justement avec chaque collaborateur et d'ateliers créatifs pour pouvoir faire en sorte non seulement qu'on puisse échanger en tête-à-tête pour avoir une libération de la parole peut-être parfois un peu plus simple. Et une fois que cette première étape avait été passée, entre guillemets, mettre les gens ensemble et leur faire confronter les idées. Alors, les idées et les faits, parce qu'il y avait les idées de chacun, puis il y avait les faits qu'on était allé chercher à droite à gauche sur le marché.
et auprès d'autres professionnels pour pouvoir valider petit à petit en fait les marchés vers lesquels s'orienter. Et là, on a parlé de la partie business unit qui a été mise en place. Je ne sais pas si tu veux préciser, Nicolas, sur cet aspect-là. Oui, alors on peut préciser des choses, effectivement. Alors déjà, un petit clin d'œil, c'est que le projet, effectivement, pour bien montrer que l'objectif, c'était que les gens s'approprient le projet et Euretech, hein, l'avenir d'Euretech. Donc, un petit clin d'œil, c'était le nom du projet en interne, hein, c'est Décide. Ça a été décidé d'ailleurs en interne après discussion et ça traduit bien cette volonté que chacun de nous a son mot à dire dans les décisions et dans ce que sera l'avenir d'Euretech. Le Euretech 8.0, hein, parce qu'on est une très vieille boîte, donc on est plutôt assez abouti en termes de révision. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et après, donc, par rapport à cette structuration en 4 BU, l'objectif, il y avait une notion qui avait été développée par GAC et qui m'avait été présentée par GAC, alors et qui m'avait particulièrement plu, c'était de dire il faut développer des entrepreneurs, des intrapreneurs. Donc l'idée, c'est quoi? C'est on a des tas de gens dans nos boîtes qui sont des créatifs, qui sont des gens qui ont des velléités de développer, qui sont parfois frustrés de ne pas pouvoir le faire pour des questions d'opportunités de la vie ou de capacité ou de responsabilité familiale qui leur permettent pas de franchir le pas de se jeter à l'eau parce qu'il y a des choses derrière. Et donc l'idée, c'était de développer via ces 4 business units, c'était de développer effectivement des intrapreneurs, c'est-à-dire des responsables de BU qui se sentaient aux commandes d'une entreprise en ayant une certaine sûreté parce que Retech était derrière pour accompagner et piloter le développement de tout ça, enfin, et assister le pilotage de tout ça. Donc ça, c'est important comme notion parce que tu en parlais tout à l'heure, Morgane. Ça s'inscrit dans quoi? Ben moi, j'ai une PME, hein, c'est une PME, Retech, c'est 55 personnes. Vous avez 35-40 ans, vous avez basculé chef de projet, expert dans le domaine des pipelines en l'occurrence. Très bien. What else, quoi? Les gens peuvent se poser la question de qu'est-ce qui les attend derrière, quel est leur plan de carrière, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux challenges? Et donc, les BU ont été l'occasion de mettre le pied à l'étrier de certains chefs de projet seniors chez nous pour leur donner une vision un peu plus long terme avec une nouvelle opportunité, de nouveaux challenges et se projeter sur des diversifications. Les diversifications que l'on, alors je ne sais pas si on en parle plus en détail plus loin de ce que l'on a fait, mais n'empêche que ça leur a permis de se jeter un peu plus dans l'avenir aux côtés de Retech, quoi. Donc voilà, c'était un point important, la notion d'intrapreneur. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça règle un problème Enfin, ça règle un problème. Ça répond à une question légitime que se posent des gens. Chez nous, les CDI, j'ai des gens qui ont 35-40 ans d'expérience chez Euretech, hein. J'ai des gens aujourd'hui qui sont dans une PME depuis 35-40 ans et j'ai des chefs de projet qui ont 15-20 ans d'expérience chez nous. Et ça, c'est des ressources qui sont pas simples à maintenir enfin, et où il faut se poser tous les jours la question de qu'est-ce qui les tient à Euretech. Voilà, c'est juste une petite précision, Morgane. Alors, je rebondis là-dessus parce que c'est ça aussi qui a fait la richesse, en tout cas pour nous, hein, en tant qu'intervenant. C'est important aussi de dire qu'on apprécie pouvoir aussi travailler avec justement les entreprises. C'est que, en fait, on est parti d'un premier projet. Il y avait un objectif global et on a présenté au début à Euretech plusieurs modules. Mais on ne savait strictement pas au départ jusqu'où on irait. Il y avait un module, 2 modules, 3 modules, et on ne savait pas en fait si à la fin du premier module on allait s'arrêter, si on allait continuer, etc. Et ce qui a été très appréciable, c'est qu'en fait on a cheminé. On a bien évidemment une méthodologie, ça c'est évident. Vous verrez sur la gauche, vous avez des termes comme SWOT, Canva, etc. Alors souvent, les gens disent oui, c'est assez basique, etc. Oui, c'est basique. Mais après, la question, c'est comment est-ce qu'on la met en place et comment est-ce qu'on optimise et comment est-ce qu'on on exploite en fait ces outils-là. Et ce qui est, je trouve, très intéressant dans le cas de Retech, c'est que c'est exactement ce que vient de dire Nicolas, c'est de dire il y a des gens qui ont une très forte expertise métier en face de nous, et finalement, ils ont accepté et quelque part, ils se sont lancés dans l'aventure de se mettre complètement en dehors de leur zone de confort et presque d'apprendre presque un nouveau métier. Alors, un métier qu'ils connaissaient empiriquement,
mais dont ils n'avaient pas forcément, je dirais, la méthode. Et ça a fait aussi partie de notre accompagnement. C'est-à-dire qu'on leur a dit, en fait, ce que vous faites là, vous avez tel outil qui peut vous servir à structurer votre démarche, à structurer votre pensée. Et c'était aussi une volonté, je pense, Nicolas, tu nous avais dit, aujourd'hui, on fait du chiffre d'affaires, mais on est beaucoup dans l'opportunité. Ce que je voudrais aussi, c'est pouvoir structurer la démarche et qu'on y aille, mais on sait pourquoi on y va et comment on y va et on anticipe, etc. Donc, il y avait aussi toute cette notion véritablement, pas que de la stratégie RH, mais de la stratégie de développement, en fait, de l'entreprise qui était intéressante à accompagner. Voilà. Et Juste pour oui. rebondir, excusez-moi, Morgane, par rapport à ce que tu dis sur le basique, je confirme, hein, c'est basique, hein. Tout ce qu'on a fait, on n'a pas inventé des méthodos extraordinaires et des outils. Il y a des outils, il y a plein d'outils, sauf que quand vous êtes au sein d'une boîte et quand vous dirigez une boîte, vous ne prenez jamais le temps de le faire. Et l'atout maître, alors d'une part, vous prenez pas le temps de le faire et vous le faites pas forcément dans le bon ordre. Et en fait, l'atout de s'appuyer sur GAC, hein, et j'ai pas d'action chez GAC, hein, je précise, j'ai rien à gagner dans Je veux l'affaire, dire l'atout de s'appuyer mais, sur une personne mais tierce. l'atout de s'appuyer sur un extérieur, en l'occurrence GAC, hein, ça a été quoi? Ça a été effectivement nous obliger à nous poser, se poser des questions, parler avec les gens et dérouler une méthode qui a pris du temps. Mais c'est prendre le temps, quoi. C'est prendre le temps. C'est toujours le même sujet dans les PME, c'est prenons le temps de réfléchir. Donc, tout ce qui est atelier intelligence collective et autres, effectivement, on mange souvent ensemble avec les salariés, on boit souvent des cafés, on discute beaucoup. C'est une boîte qui est assez ouverte sur les tech, mais n'empêche qu'à aucun moment on prend forcément le temps de structurer, de se mettre autour d'une table et de structurer comme on l'a fait dans le cadre de cette méthodologie. Donc, c'est une histoire de temps aussi, le De toute développement. façon, c'est aussi ce que je voulais dire. Sur la gauche, vous avez vu les dates d'intervention. En fait, ça a duré, 2, voire presque 3 ans, hein. Mm. Donc, en effet, on a pris le temps. Désolé, hein. Non, mais c'était, je pense que cette notion-là, elle était importante. Il fallait aussi que, en fait, si on va trop vite, ça n'a pas le temps justement de se consolider. Donc, c'est pas intéressant. Je pense que là, la consolidation, la mayonnaise, entre guillemets, a bien pris. Et c'est pour ça aussi que, tu parleras peut-être de l'évolution, de ce que ça a donné concrètement dans l'évolution aussi de l'entreprise. Mais il me semble que l'objectif de départ de la diversification a été atteint. Voilà, Ah oui, donc juste complètement. voilà, juste pour terminer sur la méthode, en fait, du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, par exemple, dans notre offre, hein, on propose souvent de faire des interviews auprès de professionnels dans beaucoup de missions, notamment des validations de marché, des études de marché, etc. C'est nous qui faisons ces interviews. Dans le cadre de Retech, en fait, Nicolas nous a dit dès le départ, non, non, je veux que vous construisiez avec mes équipes les grilles d'interview pour qu'elles comprennent en fait comment est-ce que ces grilles sont conçues et pourquoi surtout. Parce que c'est bien beau de poser des questions, mais si on ne comprend pas la logique en fait d'une trame et de où on veut aller, ça ne sert à rien. Et ensuite, ils ont fait eux-mêmes en fait ces fameuses interviews et en fait, petit à petit, ils ont pris en main directement leur nouveau poste, leur nouvelle fonction. Ça s'est fait en effet pas à pas. Ouais. Complètement. Sur le sujet, effectivement, le retour que j'ai eu des chefs de projet, du coup, c'est des chefs de projet qui sont devenus responsables de BU. Le retour que j'ai eu de leur part, tous, m'ont dit c'est intéressant parce que j'ai découvert une facette, un nouveau métier, en fait, hein. Ce que tu disais tout à l'heure, Morgane, c'est vrai, j'ai vraiment eu ce retour, notamment un certain Jean-Luc qui me l'a signalé, qui est responsable de BU2I, qui m'a dit j'ai découvert ce que c'était un objectif. C'était quelqu'un qui était assez, d'ailleurs, assez dans la défiance même, hein, au début sur la stratégie, sur qu'il y avait beaucoup d'idées et qui disaient pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait pas ça. Et au final, les outils permettent aussi de voir pourquoi on le fait pas et au contraire pourquoi on devrait le faire. Et ça, il a découvert ça, ça a apaisé, ça a vraiment apaisé la discussion d'ailleurs, hein, en interne. Chacun a pris un peu plus de responsabilité dans les décisions au sein de la société. Et ça, c'est important, parce que pareil, aujourd'hui, une boîte, moi, je crois absolument pas, j'ai un pilotage assez collégial de la structure avec mon associé aujourd'hui. Mais on est quand même assez collégiaux sur la structuration parce qu'on pense qu'il faut avancer ensemble.
avec le reste du personnel, si ce n'est que les collaborateurs n'ont pas toujours toutes les compétences et connaissances nécessaires. Et cette démarche-là permet justement, les pousse à se poser ces questions-là sur qu'est-ce qu'un business plan, quels sont les objectifs commerciaux que je dois endosser pour atteindre les objectifs de ma BU, pour que le bébé que j'ai conçu fonctionne. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, tout le monde prend conscience que c'est pas si simple d'être intrapreneur, intrapreneur, pardon. Et ça apaise le sujet, quoi. Ça apaise vraiment les débats, me semble-t-il. Après, sur les objectifs, si tu veux, je peux en parler. Je ne sais pas si on doit en parler maintenant, mais sur l'objectif et l'atteinte des objectifs, je ne sais pas, excuse-moi, j'ai plus la présentation en Non, tête la dernière complètement. slide, c'est pour rebondir ce que tu viens juste de dire, c'est faire un peu un focus sur l'atelier d'intelligence collective, donc tu peux y aller. Ouais, non, en fait, le sujet sur les objectifs en fait, la crainte, c'était de voir notre chiffre d'affaires perdre 30, voire, enfin, fondre. On avait une vision avec les investissements dans les infrastructures gazières qui chutent et autres. On avait vraiment cette crainte en 2018 de se voir, de voir un chiffre d'affaires contracté. Donc aujourd'hui, les 4 BU ont été développés initialement. C'est l'électricité, le transport d'électricité haute tension, c'est une BU ingénierie industrielle autour de tout ce qui est développement énergie renouvelable, électrolyseurs et autres. Et une troisième BU qui est la canalisation, en se disant, mais il y a d'autres métiers que l'oil and gas dans la canalisation. Et une quatrième BU qui est la méthanisation. La quatrième BU méthanisation, on l'a mis de côté, parce que le Covid est passé par là, trop complexe, et on l'a mis de côté. Par contre, aujourd'hui, voilà, l'objectif, il est clairement atteint. On est quasiment entre 25 et 30% de chiffre d'affaires atteint via la BU électricité et la BU ingénierie industrielle qui marche très bien. Donc, on a atteint un objectif qu'on s'était fixé plutôt pour 2025. En 2023, on y était déjà. Ça, c'est le premier point. Et alors, là où on est un peu embêté, c'est que le chiffre d'affaires de la BU canalisation, il a explosé. Au lieu de tomber En fait, on est confronté à une problématique de riche, du coup. Mais les axes de diversification qui avaient été envisagés quand même, hein, on avait quand même une vision, je ne peux pas tout rendre à GAC quand même sur ce sujet, mais les axes de diversification autour des métiers, des pipelines, des canalisations, aujourd'hui, on s'inquiétait de l'après-gaz. Et en fait, on se rend compte que les sujets autour du transport de CO2, du transport d'hydrogène, du transport d'e-fuel, sont énormément, très porteurs. Très, très porteurs. Et aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est meilleur que celui de 2018 en termes de canalisation, en fait. Donc, on prépare malgré tout l'avenir parce qu'on ne sait toujours pas de quoi l'avenir est fait sur ces énergies renouvelables et ces vecteurs énergétiques comme l'hydrogène ou le CO2. Mais aujourd'hui, du coup, on est beaucoup plus serein on regarde l'avenir de façon beaucoup plus sereine. Je refais juste un retour un peu sur ce que tu disais par rapport à l'intelligence collective. On a mis ça en avant parce que c'est vrai que chez Euretex, ça a été un sujet qui a été vraiment intéressant, qui a permis de faire avancer les choses. Comme tu l'expliquais, en fait, les gens parlent. C'est pas parce qu'ils parlent alors, ils communiquent, mais pas forcément sur les sujets qui sont les sujets importants, en effet, pour l'entreprise. Souvent, quand on s'adresse, alors chez GAC, comme on accompagne des entreprises beaucoup, en effet, qui font de la recherche et développement, on a souvent affaire à des gens qui sont plutôt dans le technique, qui sont plutôt des chercheurs ou des scientifiques, des ingénieurs, etc. Et quand on leur parle d'ateliers d'intelligence collective, alors un peu moins maintenant, hein, mais on a souvent le petit rictus, vous savez, ils sourient. Ouais. Voilà, ils ne prennent pas ça très au sérieux, en fait. Et du coup, c'est encore plus challengeant parce qu'on a encore plus envie de leur faire faire. Et franchement, je l'encourage beaucoup dans les entreprises pour quelques sujets que ce soit, même si ce n'est pas des gros sujets. Mais en fait, c'est comme quand on doit créer quelque chose, souvent on est plus créatif dans la contrainte. Voilà. Et l'intérêt de l'atelier d'intelligence collective, en fait, c'est que ça permet de libérer la parole, mais tout en donnant un cadre et en donnant des contraintes qui font qu'on est obligé d'aller chercher, en fait, un peu plus profondément pour trouver des réponses et des solutions. Et souvent, ça fait sortir de belles choses.
Voilà, donc c'était juste un petit clin d'œil à l'atelier Ouais, d'intelligence moi, collective. je confirme que l'intelligence collective, le rictus, tu l'as pas eu quand on en a parlé, mais il était pas loin et j'avais quelques doutes sur. Je dis, bon, on va le faire, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais de façon. Alors, en fait, l'intelligence collective, les ateliers, alors là maintenant, je suis convaincu à 150% du bon de ce choix et de l'efficacité de ce choix-là, pour peu que ce soit piloté très correctement, quoi. Voilà. Parce que l'objectif, c'est bien de poser. Toute la démarche et la complexité de ce genre d'exercice, c'est vraiment, moi je l'ai senti comme ça, c'est déjà fixer la base et fixer l'objectif que l'on se fixe, que l'on vise tous, fixer les règles et faire en sorte que les gens s'expriment. Typiquement, je me souviens de la manière dont j'intervenais sur ces ateliers, c'est je ne participais pas aux ateliers d'intelligence collective, je passais de temps en temps de salle en salle pour émettre un avis ou balancer une idée, et je repartais pour laisser les gens derrière m'insulter peut-être, mais discuter entre eux derrière. Non, et c'est très, très efficace. Moi, j'ai trouvé ça très efficace et effectivement, chaque fois que je passais dans une salle, je voyais des gens qui avaient tourné, qui s'étaient posé des questions, qui étaient partis dans des directions qui étaient pertinentes et que je me serais jamais, ou je serais peut-être pas allé ou pas spontanément. Et en fait, je répète, c'est quand même l'objectif, c'est quand même la bonne tenue et la bonne façon de piloter ces ateliers. Et là-dessus, il y a des gens très bien qui ont fait ça et très apprécié. Et ça a vraiment été efficace du fait du bon pilotage de ces ateliers, quoi. C'est important, important. Qui ont permis de parler, de formaliser et d'atteindre les objectifs que l'on voulait atteindre, à savoir avoir des idées et consolider le fait que ces idées étaient viables pour Euretech, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Nicolas, pour cet échange. Et nous, on a été Plaisir. ravis, voilà, de faire cette mission. C'est Ouais, agréable aussi de voir qu'il y a du concret derrière et que ça sert à quelque chose qu'on fait. ouais, non, sincèrement. Sincèrement. On peut se poser la question des fois, mais là, en l'occurrence, ça a marché. Bon, d'ailleurs, on va remettre un atelier d'intelligence collective autour du RSE, là. Donc, je ne Parfait. sais pas si je vais le faire moi-même, je ne sais pas. On va voir. Si on n'externalise pas. Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être des réactions, des commentaires ou des partages d'expériences de participants qui auraient envie ou déjà mené ce genre d'accompagnement? Je me permets de rebondir sur le commentaire de Laure. Moi, je dis bravo aussi parce que la démarche de Nicolas n'était pas simple. Comme il l'a dit, c'est une PME de 55 personnes. Et la position de dirigeant n'est pas toujours si simple que ça dans des structures qui sont pas, qui restent à taille humaine. Et c'était aussi, je pense, voilà, c'était aussi se mettre en inconfort que de se lancer dans cette mission. Et je trouve que ça a été, voilà, bravo. Ouais, enfin, c'est pas si. Non, non, c'est pas forcément de l'inconfort. Et puis, ça facilite les choses, en fait, hein. Faut être clair, hein. Plutôt que d'être seul à décision, c'est toujours la même problématique. Un dirigeant, il est confronté à. C'est pour ça que je suis ouverture d'esprit, oui, mais oui, je suis ouvert d'esprit peut-être, mais n'empêche que c'est aussi, c'est pas de l'inconfort et ça facilite la vie du dirigeant aussi, hein, tout simplement, hein, parce que quand on a tout le monde qui participe à une réflexion qui est bien menée, on n'a pas laissé faire tout et n'importe quoi, on a réussi, nous, à capter quand même l'information où on voulait aller. Et l'objectif, c'est quand même justement d'être moins seul, hein, et dans ces décisions. Et l'inconfort, il est quand on est tout seul et qu'on a des gens qui sont défiants en face. Donc, c'est très égoïste, en fait, comme démarche. Je vois qu'on a des questions dans le fil. Alors, un deuxième bravo à Nicolas et j'aurais aimé savoir ce qu'il pense maintenant du marché du biogaz. Alors, le Bonjour, biogaz. je peux Oui, allez-y, ouais, voilà, complétez pour si me vous voulez. présenter. Voilà, Oui. donc je suis Diana Garcia Bernet. Donc moi, je travaille à INRAE, donc plutôt dans un institut de recherche. On travaille entre autres, enfin, sur le biogaz, l'hydrogène. Et donc, c'était très intéressant ce que vous avez dit, hein, par rapport au fait, enfin, bon, c'est sur le marché canalisation, comment ça a changé.
Et voilà, donc j'aurais aimé savoir, si c'est possible, hein, quel est maintenant votre retour sur ce marché biogaz vis-à-vis donc de vos services ou pour vos produits, en fait. Alors nous, le marché du biogaz, il présente une difficulté, c'est la typologie de clients que l'on a en face. C'est-à-dire que le marché, contrairement à l'hydrogène, au CO2, où on a des industriels, et Euretech, on est quand même orienté industriel. On est habitué à travailler avec des industriels dans le pipeline. Et la difficulté à laquelle on a été confronté dans le biogaz, c'est la typologie de clients que l'on a en face, qui sont un jour des industriels, qui peuvent être des agriculteurs, qui peuvent être des micro-sociétés, qui peuvent être des collectivités territoriales ou des intervenants sur des... Et donc la vraie difficulté qui s'est posée à nous, et c'est la raison pour laquelle le Covid a fini de nous dire on n'y va pas, ça a vraiment été la difficulté, le langage en fait. Le langage, on n'avait pas des industriels en face, on n'avait pas que des industriels en face. Et donc ça fragilise vraiment parce qu'on n'a pas toujours le même langage, le même professionnalisme sur les mêmes façons de voir les choses. Et donc c'est le côté, le marché du biogaz, moi je le vois comme complexe parce que très polyvalent en termes de typologie de clients et de besoins industriels. Et donc ça, c'est un obstacle. On avait d'autres obstacles à franchir. On n'a pas souhaité s'y aventurer. Si j'ai un conseil à donner autour du biogaz, c'est de cibler. Si on devait aller dans le biogaz, il faudrait se poser la question sur la cible précise et quelle typologie de projet biogaz je souhaite aller chercher. Parce que les problématiques de gaz à la ferme ne sont pas les problématiques de stations d'épuration et autres. Et donc, il faut vraiment, il y aurait eu un travail supplémentaire à mener autour de cette activité biogaz que l'on n'a pas souhaité, on n'avait pas le temps de le faire et on n'a pas pris le temps. Peut-être qu'on y retournera un jour, mais pour l'instant, on n'a pas pris le temps. Donc moi, c'est vraiment ça le retour. Par contre, on est dans le biogaz finalement. On a réussi à rentrer, quand on nous fait sortir par la porte, on re-rentre par la fenêtre chez Euretech, parce qu'on a récupéré les marchés GRDF de raccordement des méthaniseurs, le marché national de raccordement des méthaniseurs au réseau GRDF. Donc on est revenu au biogaz, mais par la canalisation, en allant chercher un marché sur ce sujet-là, mais en restant dans notre domaine de confort. Merci. Alors, on a une deuxième question de Monsieur Barral qui demande si GAC va jusqu'à l'accompagnement technique de ses clients ou simplement l'accompagnement stratégique. Alors peut-être sur la partie technique, l'idée c'est que nous effectivement on n'est pas des experts métiers. Voilà, l'expertise métier pour le coup dans la mission qu'on a présentée, c'était vraiment Euretech qui l'a portée. Nous on était vraiment plus là pour la partie méthodologique. Néanmoins, on s'appuie aussi sur des consultants en interne qui ont chacun leur parcours, pour certains, enfin qui ont quasiment tous un profil scientifique de près ou de loin dans différents domaines d'activité. Donc selon les sujets, voilà, on peut parfois être amené à travailler sur des problématiques où on sollicite aussi finalement le regard plutôt technique scientifique de nos consultants pour compléter ou amener voilà, un œil neuf et s'appuyer peut-être sur après d'autres acteurs de notre écosystème pour venir compléter, quoi. Ça répond à votre question. Ouais. On avait ensuite une question. Avez-vous créé collectivement avec des acteurs de votre territoire et non pas être seul face à vos collaborateurs? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Je ne sais pas si Monsieur Fessal est là pour préciser. En tout cas, si la question c'est de savoir s'il y a eu d'autres acteurs peut-être que Retech qui ont été impliqués dans la démarche, pour le coup là ça n'a pas été le cas puisque c'était vraiment un projet lié à l'entreprise en elle-même. Je ne sais pas si vous voyez d'autres choses à compléter, Morgane, Nicolas, là-dessus. Non, moi juste une remarque. Ouais. Vas-y, Morgane. Vas-y, Nicolas. Non, moi juste une remarque, c'est que si c'est de Euretech dont on parle, le principe de et non pas être seul face à vos collaborateurs, on n'est pas face aux collaborateurs. Hein. Un projet comme celui-là, il faut se mettre clairement dans la ligne. On construit un truc ensemble et c'est ce qui fait que ça marche. Hein.
C'est ce qui fait que ça marche. Donc, c'est pas une confrontation d'idées en face à face. Au contraire, c'est de la co-construction. Et après, si la question, c'est est-ce qu'on s'est appuyé sur des acteurs extérieurs? Non, ben non, l'acteur extérieur, c'était GAC, justement, qui a fait cet entremetteur entre les idées qui a permis d'émerger et de faciliter l'échange, justement, entre la direction, les cadres et le reste des collaborateurs de RETEC. Donc, et je ne suis pas sûr de comprendre trop la question sur les acteurs de votre territoire, je ne vois pas trop, peut-être. Moi, je répondrais 2 choses. La première, c'est, même réponse que Nicolas. En effet, là, la question ne se posait pas parce que il n'y avait pas Ouais. de raison de le faire. En revanche, ce qui est quand même très intéressant, c'est peut-être quand même de refaire un focus sur Feagis. Tu as dit tout à l'heure que c'était un outil géomatique de prise de décision qui, dans l'esprit, est justement censé prendre en compte, en effet, les avis collectifs au niveau territorial pour accompagner à la prise de décision. Donc, je ramène quand même à la question Le volet sociologique. collective et sociologique qui me paraît intéressant pour l'implication des prises de décision de tous les acteurs à partir du moment où ça va avoir des impacts territoriaux. En parallèle, sur d'autres missions, où là, pour le coup, il y a besoin d'impliquer, d'avoir les retours des acteurs, d'autres acteurs du territoire, oui, on fait intervenir d'autres acteurs. Ça dépend vraiment, c'est agile en fait, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des méthodes et après, on va appliquer en fonction des besoins des entreprises selon les missions. Alors, il y a une manière de faire intervenir les acteurs du territoire, c'est typiquement la région qui financièrement a soutenu la démarche a financé en partie l'intervention de GAC dans l'accompagnement sur 2 aspects. L'accompagnement, justement, l'évolution vers la transition énergétique de RETEC. Ça, c'est le premier sujet sur lequel on a été chercher des aides et où la région nous a bien aidés. Et puis le sujet Fidjis, dont on a moins parlé aujourd'hui, qui était l'outil d'aide à la décision, où effectivement on a eu des financements pour travailler sur la faisabilité technique, certaines faisabilités techniques, qui nous ont permis de lever quelques verrous et d'en trouver d'autres. Mais voilà, c'est là-dessus où les acteurs du territoire nous ont aussi donné un coup de main, en l'occurrence la région, quoi. Moi, j'aurais une dernière question, Nicolas. Au cours des Tout à fait. ateliers créatifs, si on peut les appeler comme ça, hein, vous leur avez donné un autre nom tout à l'heure, mais l'intelligence collective, je suppose qu'il y a un certain nombre de thématiques qui sont remontées. Est-ce que déjà à l'époque, la RSE en faisait partie? Est-ce qu'il y a une attente au sein même de l'équipe Euretech? Alors, le sujet, il était là, le sujet de l'intervention de GAC sur la stratégie d'entreprise était vraiment sur les diversifications d'activités. Donc, c'était vraiment le business qui était au cœur du sujet, de la réflexion, on va dire. Néanmoins, effectivement, le RSE intervient forcément là-dedans parce qu'aujourd'hui, la question de fond, c'était de dire comment on peut être plus vert. Parce que moi, comme les collaborateurs de RETEC, on n'a pas vocation à être des émetteurs de CO2 et de participer plus outre mesure aux émissions de CO2. Donc l'objectif RSE, il était indirect, c'est-à-dire trouver des axes de diversification plus en phase avec nos préoccupations RSE intimes au sein de la société. Donc typiquement, et c'est vraiment un objectif. J'ai des gens j'ai des collaborateurs qui m'ont dit que ça les gênait de travailler sur certains pipelines d'hydrocarbures aujourd'hui. Il y a eu des choix aussi stratégiques de RETEC de ne pas se positionner sur certains pipes, en Afrique notamment, assez polémiques, portés par des industriels français, où RETEC a été sollicité, où on a refusé d'aller sur ces sujets-là pour des questions purement éthiques et RSE. Pour des questions RSE, parce que ce n'était pas dans nos convictions. Donc oui, indirectement, oui. Dans certains choix, ça n'a pas été transcrit tel quel, mais ça s'est remonté de façon plus informelle. Et justement, c'est tout le travail qu'on va mener aujourd'hui sur le RSE, dédié sur le RSE, c'est refixer l'offre de RETEC dans un marché. Mais c'est beaucoup plus large que l'environnement, d'ailleurs. Hein. L'écologie, c'est une chose. Je déteste être
monomaniaque quand on approche le pilotage d'une boîte, parce que c'est le RSE, c'est l'implication locale, c'est l'éthique, c'est bon, puis il y a des tas de sujets quoi, qui vont. Donc c'est un sujet en soi, le RSE. Oui. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des Ouais. questions, à moins qu'il y ait d'autres, qu'il y en ait encore, mais je ne vois pas dans le fil en tout cas. Je pense qu'on peut peut-être du coup Ouais. conclure ce retour d'expérience. En tout cas, merci encore une fois Derby pour l'organisation, à Nicolas et pour le retour d'expérience et puis à tous de vos questions. Bah, au plaisir. C'est peut-être d'ailleurs Décide qui a fait qu'on est arrivé chez Derby. Hein. On ne vient jamais par hasard chez Derby. Absolument. Exactement. Bon, merci à tous en Au tout Merci cas. à plaisir. tous. C'est toujours bien d'avoir des retours concrets. Allez, bonne journée. Très belle Merci. journée. Au Au revoir. Merci, revoir. très journée à bonne tous. journée, au revoir.